Donc je passe la parole à Cyril Lemieux, donc sociologue et directeur d'études à l'EHESS et directeur du laboratoire, j'allais dire international, non mais interdisciplinaire d'études des réflexivités aussi, voilà, qui prend la parole en dernier à cette table ronde. Merci beaucoup Anne, merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir convié. Je comptais repartir de la question, comment vous l'appelez, circulante. Je la répète parce que peut-être certains n'auraient pas eu le temps de la noter, donc je la répète. À quelles conditions les sciences sociales telles que je les pratique ont-elles l'effet émancipateur qu'elles devraient avoir ? Donc nous étions, tous les intervenants de toutes les tables rondes, invités à réfléchir à partir de cette question. Alors évidemment, ça veut dire aussi la reformuler, j'imagine. Alors concernant le sujet qui nous occupe dans cette table, je proposais d'abord de la reformuler ainsi. À quelles conditions le recours par les sciences sociales au concept d'identité peut-il avoir un effet émancipateur ? Et j'allais proposer une seconde formulation. Y a-t-il en sciences sociales des usages du concept d'identité qui limitent la capacité émancipatrice de ces sciences ? Donc en fait, c'est cette formulation que je vais retenir dans mon exposé. Y a-t-il en sciences sociales des usages du concept d'identité qui limitent la capacité émancipatrice de ces sciences ? Alors, j'ai été, pour ma part, amené à réfléchir à la question de l'identité. C'est la raison, j'imagine, pour laquelle j'ai été invité à cette table ronde, à l'occasion de la préparation d'un ouvrage collectif qui est paru en 2020. Je vais faire un peu de publicité, puisque il ne faut pas se priver. Voilà, c'est en folio, c'est... Je ne sais plus combien ça coûte, pas très cher. C'est très gros. Folio, Gallimard, le titre « L'identité, dictionnaire encyclopédique », sous la direction du philosophe des sciences, qui est aujourd'hui décédé, Jean Gaillon, et de plusieurs autres collègues de différentes disciplines des SHS, mais aussi, c'est l'originalité de l'ouvrage, des chercheurs des sciences de la nature. Et donc, Jean Gaillon m'avait fait l'honneur de me confier la direction de la section sciences sociales de ce dictionnaire, ce qui m'a amené à solliciter des anthropologues, des historiens, des sociologues, pour rédiger une vingtaine de notices, la notice étranger, par exemple, genre, racisme, métissage, stigmatisation, habitus, rôle, appartenance, ou bien encore identité professionnelle, identité nationale, identité numérique, revendication identitaire, carte d'identité, etc. Alors, ce que ces notions mises bout à bout, si je puis dire, m'ont fait comprendre, le travail aussi avec les auteurs, c'est que la notion d'identité n'est jamais d'emblée un concept pour les sciences sociales. Elle ne le devient qu'à la condition d'être reconstruite selon les principes et les règles de méthode de ces sciences. Alors, je précise que lorsque je parle ici de sciences sociales, en fait, je désigne en priorité les trois disciplines qui, selon Jean-Claude Passeron, en forment le socle et qui partagent peu ou prou la même épistémologie, à savoir l'anthropologie, l'histoire, je préciserai l'histoire telle qu'on la pratique par exemple à l'école des hautes études, et la sociologie. Alors le concept d'identité peut prendre place, me semble-t-il, dans ces trois disciplines, à condition d'être retravaillé depuis les principes qui leur sont communs, et que l'on peut, à mon sens, ramener aux trois suivants. Premier principe, il n'y a pas d'identité humaine purement individuelle, c'est-à-dire isolée d'une collectivité humaine. Ce qu'on pourrait appeler le fait de l'appartenance. Il n'y a pas d'individus qui n'appartiennent. Et ce que disait tout à l'heure Smaïn, cela fait écho à ce que disait Smaïn à propos de la notion de membre. Donc ce premier principe, appelons-le holisme. Deuxième principe, l'identité humaine n'est pas déterminée par la nature. Elle est une production socio-historique. Bon, j'appellerais ce second principe dénaturalisation. Enfin, l'identité humaine ne peut pas être définie a priori. Il faut observer les actions humaines pour déterminer comment les humains eux-mêmes définissent ce qu'ils sont. C'est le principe que j'appellerais de l'enquête empirique. Donc, lorsque le concept d'identité est retravaillé à partir de ces trois principes, il devient effectivement éligible, je dirais,
au titre de concept des sciences sociales. Et on voit, je crois, l'aspect émancipateur des sciences sociales se révèle d'emblée ici, puisque, étant holistes, ces sciences nous obligent à prendre nos distances avec l'idéologie individualiste dans laquelle nous baignons. Étant dénaturalisantes, elles nous permettent de prendre nos distances avec l'essentialisme, qui est, j'allais dire, notre tentation permanente. Et étant enfin empiriques, elles nous permettent de prendre nos distances avec le dogmatisme, mais aussi avec l'intuitionnisme, ou ce que Bourdieu appelait la pensée scolastique. Elles nous obligent, autrement dit, à nous confronter au réel, à un réel que nous n'avons pas voulu et que nous n'avons pas parfois anticipé. Alors, la reconstruction de ce concept d'identité en un concept donc opératoire pour les sciences sociales, c'est-à-dire une notion holiste, antinaturalisante et empiriquement déterminée, ouvre, je crois, à ces sciences 3 grands chantiers que je vais essayer de détailler. Le premier peut être qualifié, on en a parlé hier, de sociologie de la connaissance. Il consiste à étudier les processus sociaux qui, dans une société donnée, dans un groupe humain donné, mènent les acteurs à individualiser l'identité, ou bien encore à l'essentialiser, ou bien encore à la dogmatiser. C'est-à-dire, en somme, qui les mène à s'éloigner du point de vue que défendent les sciences sociales. Il s'agit aussi, par conséquent, d'étudier les processus qui conduisent les acteurs à se rapprocher de ce point de vue des sciences sociales, c'est-à-dire les processus qui les conduisent à entrevoir, sinon à reconnaître le caractère social, non naturel et non a priori de ce qu'ils sont individuellement et collectivement. Au fond, dans ce premier chantier, l'objet n'est plus l'identité. L'objet, ce sont les processus d'identification qui sont à l'œuvre dans la société étudiée, c'est-à-dire la manière concrète dont les membres de cette société s'attribuent des identités individuelles et collectives en respectant des normes et à l'intérieur d'institutions. Et donc, il s'agit d'étudier, au fond, encore une fois, non pas l'identité à proprement parler, mais les normes et les opérations de l'identification. Alors, un second chantier me semble concerner la question, Sylvie vient de l'évoquer évidemment, la question de l'histoire, et plus exactement donc la question de savoir pourquoi nous, les membres des sociétés, disons, modernes, sommes si intéressés par les questions d'identité. Je ferai pour ma part l'hypothèse, donc cela résulte du double processus d'intégration et de différenciation sociale qui caractérise l'avènement donc des sociétés modernes. Ce qui explique, autrement dit, que l'identité soit pour nous un problème, nous modernes, un problème qu'elle n'est pas forcément ou pas au même degré, me semble-t-il, dans les sociétés dites traditionnelles. Mais encore une fois, là, évidemment, c'est aussi très ouvert. C'est évidemment aux historiens et aux anthropologues de nous en dire plus. Mais je pars ici de l'hypothèse que l'acuité du problème de l'identité, c'est un problème moderne. Peut-être ce postulat est faux, mais je fais fond dessus pour dire donc que, selon moi, cela s'explique par ce double processus d'intégration et de différenciation. D'intégration, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, essentiellement la construction des États-nations, d'où découle la création de frontières nationales et d'appareils administratifs, de recensement des populations et même, il faut être précis, même des individus en fait, qui forment ces populations. Donc des problèmes nouveaux se font jour ici, le problème par exemple des apatrides, de la double nationalité, de l'irrédentisme, des minorités nationales, de la citoyenneté dont peuvent se prévaloir les métis, et aussi ce problème dont nous a parlé tout à l'heure Jean-Philippe, des peuples autochtones. Processus de différenciation ensuite, c'est quoi ? C'est l'accroissement, disons, de la division du travail qui suscite le développement de normes d'individualisation qui invitent les individus à se détacher des identités dont ils héritent ou qui leur sont assignées par la naissance. Il en résulte donc une dénaturalisation de l'appartenance à son groupe d'origine. Et hier, par exemple, c'était bien évoqué, je trouve, par l'anecdote rapportée par le professeur Portillo Valdés qui dit « Soy vasco, estoy vasco ». Bon,
ce décalage de l'appartenance, cette mise à distance, qui se traduit aussi parfois par des inquiétudes croissantes sur l'identité réelle des autres, mais aussi, on l'a dit, sur la question de sa propre identité. Donc, le lien ici pour résumer, entre normes d'individualisation et mise en problème de mon identité et de notre identité. Alors évidemment, là, ce ne sont que des hypothèses, mais je crois que, enfin, ce qui m'importe ici, c'est d'indiquer peut-être de quelle manière la question de l'identité, c'est-à-dire en fait l'identité en tant que question préoccupante ou existentielle même, peut être socio-historicisée, c'est-à-dire rapportée à l'évolution de la société elle-même et de ses transformations. Et au fond, traiter le questionnement identitaire comme un symptôme de la modernité, c'est-à-dire aussi comme le symptôme d'un processus de modernisation en cours. Enfin, un troisième et dernier chantier, je serai un peu plus long dessus, à son sujet, qui me semble celui des rapports qu'entretiennent donc dans la modernité les idéologies avec les questions identitaires. Il en a été question hier, c'est même Bruno a ouvert le colloque sur cette question des rapports entre sciences sociales et idéologie. Je voudrais y revenir pour mieux comprendre de quelle façon les sciences sociales peuvent et doivent se positionner dans ces affrontements idéologiques. Donc Bruno Carcentier et moi, dans un ouvrage, c'est la seconde séquence publicitaire, un ouvrage édité aux éditions de l'École des hautes études en 2017, intitulé Socialisme et sociologie. Non, je ne l'ai pas, mais il est en vente partout dans les bonnes librairies, ainsi que sur Internet. Il vaut pas cher. Il a beaucoup de prix, mais il vaut pas cher. Nous avons donc proposé dans ce livre de distinguer trois courants idéologiques majeurs dans les sociétés modernes, à savoir le libéralisme, la pensée réactionnaire et le socialisme. Donc je voudrais dire un mot bref évidemment, et forcément un peu réducteur, de la façon dont chacune de ces idéologies se saisit, selon moi, de la question de l'identité. Le libéralisme d'abord, pour lequel l'identité, me semble-t-il, est pensée comme une propriété que l'individu possède, mais dont il ne dépend pas. L'individu, dans la pensée libérale, a une identité, mais l'individu n'est pas quelque chose de manière définitive. D'où l'effet très fortement émancipateur du libéralisme, puisqu'il conduit les individus à regarder leur identité en quelque sorte de l'extérieur, c'est-à-dire comme une chose qu'ils possèdent, et donc qu'ils peuvent échanger, dont ils peuvent changer aussi. Ce qui amène, si on pousse la logique jusqu'au bout, à faire de l'identité un choix de l'individu. Choix d'être français, d'être juif, d'être noir, d'être un homme ou une femme, etc. Et tout ce qui empêchera ce choix devient à ce moment-là critiquable. Alors cette conception libérale a très tôt été la cible de la pensée réactionnaire. Celle-ci dénonce le caractère abstrait et irréaliste qui soutient la définition libérale de l'identité. Elle rappelle que les humains sont toujours ancrés dans des liens de dépendance à l'égard de communautés, telles que la famille, le groupe religieux, la nation, qui sont ce qui leur apporte une dignité personnelle et une formation morale, sans lesquelles, en tant qu'individu, ils ne seraient rien. Donc, au rebours du libéralisme, la pensée réactionnaire considère l'identité comme ce qui a été donné à l'individu, par la nature ou par la divinité, et auquel il ne saurait se soustraire, sauf de manière illusoire et dangereuse pour lui-même et pour la société. C'est ainsi que l'identité dans la pensée réactionnaire se trouve naturalisée. Il reste donc l'approche socialiste. Ce qu'elle partage avec la pensée réactionnaire, c'est la critique de l'abstraction libérale. C'est en particulier le rappel qu'en effet, les humains naissent et se développent à l'intérieur de communautés et de liens sociaux qui les forment et dont ils dépendent pour être pleinement ce qu'ils sont.
Ce en quoi le socialisme se détache cependant radicalement de la pensée réactionnaire, c'est par son refus de naturaliser ces communautés et ces liens, et donc de son refus de naturaliser les identités. L'identité n'est plus pensée comme donc un attribut possédé par l'individu considérant lui-même, mais pas non plus comme une dimension naturelle de sa personne. Elle est pensée comme l'effet d'un processus social concret s'inscrivant dans une société donnée, c'est-à-dire dans un certain type d'organisation sociale, de division du travail, qui peut évoluer et même qui est appelé à évoluer, ce qui changera immanquablement notre identité, individuelle et collective. Dès lors que l'identité se trouve pensée ainsi en lien avec l'organisation des rapports sociaux, elle devient quelque chose qui ne nous appartient plus totalement à titre individuel, et qui ne nous constitue plus non plus naturellement. Elle devient quelque chose qui nous appartient d'abord collectivement, en tant que nous participons à une société, et qui, de ce fait, nous constitue, certes comme des individus, mais socialement, c'est-à-dire en lien avec des normes et les institutions de cette société. Par conséquent, le socialisme développe ici une puissance émancipatrice qui est encore supérieure à celle du libéralisme, puisqu'il vise la possibilité que l'émancipation soit collective et non plus individuelle, ou plus exactement, il vise qu'elle soit collective afin de pouvoir être individuelle. Petit saut de page. Alors, du coup, le socialisme semble des trois idéologies la plus proche des sciences sociales, même s'il faut toujours rappeler que le socialisme n'est pas les sciences sociales et que les sciences sociales ne sont pas le socialisme, mais néanmoins, le socialisme paraît le type de pensée idéologique qui nous incline le plus à une définition holiste, non naturalisante et empiriquement déterminée de l'identité. Mais je crois qu'il faut insister ici sur la grande difficulté, c'est très important à mon avis d'insister sur la grande difficulté du socialisme à tenir ses promesses, et en particulier à ne pas rechuter dans la naturalisation des identités, c'est-à-dire, en somme, dans la pensée réactionnaire. C'est un, par exemple, des enseignements, à mon sens, du socialisme réel du XXe siècle, dont il a été question hier. En Union soviétique, en Chine maoïste, on a naturalisé les identités de classe et on a détruit des vies au nom d'une appartenance des personnes à une classe, une appartenance qui était naturalisée. Un exemple moins dramatique, c'est la façon dont en Europe occidentale, ces dernières décennies, certains partis de gauche ont naturalisé, voire fétichisé l'identité nationale. De ce point de vue, ce qui est arrivé ces 40-50 dernières années, avec la montée en puissance de mouvements sociaux autour du féminisme, de la lutte contre le racisme, des peuples autochtones, et aussi en faveur de l'écologie et, disons-le, des non-humains, a apporté un énorme souffle dénaturalisant dans la pensée de gauche. Cette pensée a certes parfois réagi par un raidissement réactionnaire. Mais le fait est que ces mouvements ont grandement contribué à réancrer le socialisme du côté d'une approche dénaturalisante de l'identité. Ces mouvements ont fait donc aussi énormément en faveur des sciences sociales. Et je dirais de la réception sociale positive des sciences sociales. Il y a seulement un problème que je voudrais juste évoquer, c'est que dans ce mouvement de dénaturalisation, on a parfois privilégié, y compris donc à gauche, une pensée d'origine plus libérale que socialiste. Et ce que je vais dire là peut paraître sans doute un peu provocateur, mais c'est fait pour. Je pense que la notion d'intersectionnalité, par exemple, prête le flanc à cette remarque. Elle considère le genre, la race, la classe comme des propriétés que possède un individu, propriétés qui se cumulent, ou qui cumulent leurs effets. Mais ce faisant, elle méconnaît la façon concrète dont sont produites socialement ces différentes dimensions de l'identité, c'est-à-dire précisément sans être détachées les unes des autres.
Il y a une façon bourgeoise d'être une femme, il y a une façon ouvrière d'être une femme, il y a une façon féminine d'être un ouvrier, il y a une façon masculine d'être un ouvrier ou un bourgeois. Bref. Donc, je retourne en arrière. C'est un peu le bazar dans mes notes. Donc voilà, l'idée c'est que, entendons-nous bien sûr, la dénaturalisation des identités et donc la notion d'intersectionnalité sont, à mes yeux, un grand progrès pour les sciences sociales. Je ne pense pas être le seul à le penser. Mais il est peut-être temps de faire un progrès de plus. En prenant nos distances et en élaborant les concepts qui nous permettent de prendre ces distances avec des notions qui s'adossent de manière plus ou moins consciente au postulat de l'individualisme libéral et qui donc introduisent un niveau d'abstraction et d'individualisme théorique dans les sciences sociales qui, j'allais dire, ne leur convient pas tout à fait. Alors, j'en reviens dès lors pour conclure à mon propos de départ. Y a-t-il en sciences sociales des usages du concept d'identité qui limitent la capacité émancipatrice de ces sciences? Je dirais que oui, il y en a. Il y en a à chaque fois qu'en sciences sociales on mobilise donc un concept d'identité adossé à l'individualisme libéral, c'est-à-dire un concept abstrait et non holiste. Oui, il y en a également lorsqu'on mobilise un concept d'identité adossé à la pensée réactionnaire, c'est-à-dire un concept naturalisant. Et oui, il y en a quand on mobilise un concept d'identité qui ne considère pas celle-ci comme un processus concret, c'est-à-dire qui ne le réfère pas à l'organisation des rapports sociaux au sein de la société. Et en revanche, toute approche de l'identité qui en fait ou qui tend à en faire un processus social, concret, situé à l'intérieur d'une organisation sociale, a des chances d'honorer les exigences constitutives des sciences sociales et donc d'avoir un effet émancipateur. Et si on veut être plus précis, la fonction politique à ce moment-là des sciences sociales, c'est, à mon avis, essentiellement trois choses. Nous rendre tous plus réflexifs vis-à-vis des limites de l'individualisme libéral et des politiques qui s'en inspirent, vis-à-vis des limites de la pensée réactionnaire. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça, on n'a pas besoin des sciences sociales. Si, parce qu'en fait, cette pensée réactionnaire se réincruste en permanence, y compris dans la pensée des sciences sociales et aussi dans la pensée de gauche. Et enfin, et surtout, peut-être, être plus réflexif vis-à-vis des limites de la pensée socialiste, lorsque celle-ci donc régresse vers la pensée réactionnaire, ou, je dirais, se contente de recycler des concepts libéraux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cyril, qui est en soi une proposition, si ce n'est conclusive, de perspective de fin de table, sur laquelle j'imagine les uns et les autres vous voudrez revenir. Et d'ailleurs, ça sera l'idée. Moi, je veux bien faire quelques remarques comme ça à chaud. Mais enfin, l'idée, c'est aussi que vous puissiez discuter entre vous et avec les gens dans la salle. Donc là, j'ai plutôt quelques questions après vous avoir entendu et avoir réfléchi aussi par rapport à de premières discussions qu'on avait eues. Déjà, se pose la question et qui n'a pas été résolue et qui ne peut pas l'être dans ce cadre-là, mais peut-être et on a parlé hier beaucoup de musée des horreurs. Ça m'est resté dans la tête parce que je me sentais interpellée, mais peu importe, c'est pas tellement ça. C'est aussi de de tous ces exemples cumulés qui sont quand même très spécifiques et desquels on essaye de sortir quelque chose de plus général et de plus théorique, et c'est pas forcément évident. Et je me demande jusqu'à quel point, justement, cette question des identités peut être, mises les unes après les autres pour aider à penser justement leur pouvoir ou en tant qu'objet des sciences sociales et leur pouvoir émancipateur, ou en tout cas de surcroît de connaissances qui conduirait à une possibilité émancipatrice des sciences sociales. Donc j'aimerais
je me demande si cette accumulation, en fin de compte, est éclairante. C'est vraiment une question. Il faut qu'elle le soit, mais dans quelles conditions elle peut l'être. Et puis la deuxième question que j'aurais, ou remarque plutôt, c'est en fait la question du cumul et du conflit des identités est quelque chose qui revient en fin de compte d'une communication à l'autre, peut-être pas de toutes, mais quand même. Et on comprend que l'identité commence là où ça n'est plus donné, peut-être, que ce soit naturel ou culturel. Enfin, l'identité s'observerait à partir du moment où il y a quelque chose qui ne serait pas donné, donc qui serait soit reconnu, soit réclamé, en quelque sorte. Et je me demande, dans ce cadre-là, si ce que Smaïn disait à propos du facteur explicatif surplombant de la religion dans certains cas, comment tout à coup est-ce que dans toutes ces identités cumulées des individus, qu'est-ce qui fait justement ce surplomb et à quel point les acteurs en sont les acteurs, ou si c'est quelque chose justement de plutôt subi. Et si on doit vraiment parler si finalement on ne peut parler d'identité qu'à partir du moment où il y a un cumul, en fait. Il n'y a jamais une identité simple, quoi, on n'en parle pas comme d'une identité. Et d'ailleurs, je me demande de quoi on parle donc, l'identité vient s'adjoindre à quelque chose qui serait déjà donné, ou dans un conflit avec une autre identité supposée, finalement, d'après ce que j'ai écouté. Et puis la troisième remarque que je ferai après vous avoir entendu, c'est aussi, et peut-être dans des choses que je connais un petit peu mieux, qui est le domaine de l'art et de l'exposition. C'est à quel point ce domaine-là, particulièrement d'abord, est touché par la question identitaire. En fait, dans la demande qu'on lui fait d'exposer, de rendre visible justement éventuellement l'identité ou les conflits identitaires, hein, d'une part. Donc la question de l'exposition et son déploiement dans l'espace à partir des objets, d'objets symboliques, d'objets artistiques, etc., se pose souvent autour de la question identitaire. Et aussi, comme on l'a vu par l'exposé, donc là je faisais plutôt référence à l'exposé de Barbara, mais aussi comme on l'a vu par l'exposé de Jean-Philippe, où l'art et les artistes, en tout cas dans nos sociétés, deviennent vraiment des agents privilégiés, à la fois pour les pouvoirs publics, comme on le comprend à ce que tu nous as montré, et pour les sociétés, de la déclamation identitaire, quoi. Et en fait, c'est assez étrange parce que quand on y pense, c'est assez étrange que ça passe par là. Donc, comment on pourrait peut-être l'expliquer. Et puis, je reviendrai sur une dernière chose qu'a expliqué de manière très intéressante aussi Sylvie. Sur le lien avec la question du militantisme qui, je crois, traverse tous les gens qui s'intéressent un peu à la question identitaire, qui se sentent soit parasités par le militantisme, soit pour qui le militantisme est une demande prise au sérieux, justement, pas du tout. Et puis souvent, encore une fois, on passe un peu par toutes ces étapes-là, en fait, quand on fait une recherche qui prend pour objet l'identité. Et donc, comment on travaille avec ça, c'est assez intéressant. Et à quel point on essaye de se préserver du conflit de légitimité qui n'est pas toujours évident à conserver. Et enfin, peut-être revenir, parce que là, j'aurais une discordance après cet exposé si intéressant, c'est sur la question des lunettes du présent qu'il ne faudrait pas avoir en tant qu'historienne intéressée à... Alors, je ne sais pas ce que tu mets dans les lunettes du présent, et il m'apparaît, moi, au contraire, qu'il est presque impossible de les enlever. Et alors, mais ça dépend ce qu'on met dedans, quoi. Voilà, enfin, moi, c'était mes premières remarques, et on passe le... Oui, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Non, alors, bien évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Bon, d'accord.
D'abord, je voudrais dire que j'ai, en écoutant les uns et les autres, vraiment, et c'est pas du tout de la flagornerie, hein, c'est et en particulier sur l'histoire et le métier d'historien, à l'égard de ces questions qui, en tout cas en sociologie, posent toute une série de problèmes, en particulier à celui qui fait de la sociologie empirique, c'est-à-dire celui qui met la main dans le cambouis, qui se salit les mains. C'est peut-être pas la même réalité, à la fois théorique, politique, vécue avec les populations et les sources. J'ai aussi beaucoup appris sur le Canada. Et la question me semble légitime de se demander si la culture des Indiens n'est pas seulement en fait une culture de musée, ou qu'elle ne reste pas encore une culture de musée. Puisque je pensais aux Indiens et à leur rapport aux institutions étatiques, à leur rapport à l'État. Bon, et aux espaces de délibération nationale. Voilà. Alors, moi, peut-être, vraiment en un mot, je me suis toujours méfié de cette notion. Et peut-être parce que j'ai longtemps travaillé sur des populations qui pouvaient spontanément vous parler d'identité. C'est-à-dire, en réalité, des choses qui peuvent paraître simples, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils sont en train de devenir. Et ça, vous le voyez de manière presque quasi caricaturale lorsque vous étudiez les déplacements de population, en particulier les déplacements contraints de population. Bon, bien évidemment, les changements de population sont des changements de monde, sont des changements de système culturel. Et quand on change de monde, en réalité, je sais pas, un truc tout bête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un rictus. On ne sait pas si un rictus ça valide, on ne sait pas si un rictus c'est moqueur, c'est méprisant, etc., etc. Voilà. Et là-dessus, puisque tout le monde a parlé de livres, et que moi je n'ai pas parlé de livres, je vais parler d'un livre absolument remarquable. C'est probablement l'un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie. C'est le bouquin de Jean Hamry, qui s'appelle Crime et Châtiment, et qui a pour sous-titre « Essai pour surmonter l'insurmontable ». Bon. Et il montre parfaitement ce que c'est que débarquer ou être débarqué dans un monde absolument inconnu, où tout ce qui nous paraît naturel, tout ce qui nous paraît ordinaire, tout ce qui nous paraît être vécu sur le mode du cela va de soi, ne l'est absolument plus, jusqu'à ce que c'est qu'un sourire, jusque c'est que la manière de marcher, les règles de politesse, par exemple, tout ce qui touche au convenable, à la convenance. Bon, voilà. Donc moi, j'ai travaillé sur des populations qui au moindre propos, pouvaient s'enflammer sur les questions de l'identité. Bon, voilà. Parce que, en réalité, plus que pour le sociologue, probablement, et encore peut-être plus pour l'historien, mais les enjeux d'identité pour ces gens-là sont des enjeux de vie ou de mort. Et pas simplement de vie ou de mort symbolique, mais de vrais enjeux de vie ou de mort physique. Bon. Alors, moi, j'ai pris très tôt le parti, en fait, de ne jamais en parler. Et c'était probablement pour moi la meilleure façon de comprendre ce qu'étaient les enjeux d'identité. Et ici, encore une fois, les questions d'identité, c'est a posteriori qu'ils sont devenus pour moi théoriques, pas a priori, et même pas au cours des enquêtes. La question fondamentale qui se pose pour un très grand nombre de populations, et en particulier pour les populations qui changent de monde, c'est comment rester le même. Comment ne pas devenir un autre à ses dépens.
Et toujours, et là on voit bien les conflits de génération, qui sont des conflits extrêmement importants. On est le produit d'un passé, on est embarqué ou débarqué dans un présent, et vraiment la question pour soi et pour les autres, c'est-à-dire pour les siens, se pose de savoir de quoi et comment sera fait l'avenir. Donc, je termine là-dessus. En fait, pour en savoir beaucoup sur ces questions d'identité, d'identification, d'appartenance, et l'identité n'est pas l'appartenance. L'identité ne renvoie pas aux mêmes choses que l'appartenance. Ce sont deux catégories qui sont différentes et qui sont vécues différemment. Au fond, c'est toujours a posteriori que le sociologue dit, voilà, ça, on peut théoriser ça comme des questions d'identité. Alors que les gens, pendant 3 heures, ne vous ont jamais parlé d'identité. Jamais. Ce qui leur importe, ce sont les contraintes dans lesquelles ils sont, et surtout l'effort quasi insurmontable d'intelligibilité de ce qui leur arrive, de ce qui leur advient. Et c'est après le sociologue, chez lui, au bureau, ou avec ses collègues, autour du percolateur, qui dit, voilà, peut-être ça, c'est des questions d'identité. Voilà. Donc, moi, la meilleure manière de parler, la meilleure manière de penser ces questions d'identité, à la fois théoriquement et de manière empirique, c'est d'abord de ne pas en parler avec les gens qui sont susceptibles de démarrer au moindre mot sur ces questions d'identité, c'est-à-dire sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils souhaitent être. On fait ça comme ça. Oui. D'accord. Non, mais moi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voulais juste revenir sur l'exposé de Jean-François Huzel, hein, sur le cas canadien, que j'ai trouvé vraiment passionnant pour 2 raisons. La première, c'est effectivement émancipation telle qu'utilisée dans la manière dont ça a été utilisé dans l'histoire canadienne, évidemment, fait qu'on comprend pourquoi ça peut plus être utilisé par les sciences sociales. Et en même temps, je dirais que ça permet de comprendre ce qu'est la véritable émancipation, parce que l'émancipation, elle est en train d'arriver, en fait, avec des peuples autochtones qui parlent en leur nom propre et qui s'émancipent. Et donc, on voit les conditions de l'émancipation, c'est que l'émancipateur s'émancipe grâce à l'émancipation de l'émancipé. On le voit très bien avec... Oui, mais on le voit très bien. Alors, par exemple, l'émancipation des femmes dans nos sociétés. Les femmes s'émancipent, très bien. Mais en fait, ceux qui s'émancipent aussi de ce fait, ce sont les hommes. C'est que l'émancipation des femmes permet aux hommes de s'émanciper. Et de manière générale, l'émancipation des dominés permet aux dominants de s'émanciper. Et donc, c'est la société qui s'émancipe. C'est les dominants aussi qui arrivent à s'arracher au rapport de domination auxquels ils étaient eux aussi asservis, quoi qu'ils aient été dans une situation moindre de souffrance, évidemment. Et donc c'est ça qui est visé, je crois, quand on parle d'émancipation, en tout cas dans ce colloque, c'est l'émancipation de la société. Et j'y reviens, c'est pas l'émancipation de tel ou tel individu, c'est l'émancipation collective qui va permettre l'émancipation de chacun. Et ça, c'est un point, je crois, très important à avoir en tête. Il n'y a pas, parce que sinon, on renaturalise les positions. Et on a un dominant qui sait tout et un dominé qui ne sait rien et qu'il faut sortir de l'ignorance. Non, le dominant est un ignorant aussi, qui a beaucoup à apprendre du dominé lorsque le dominé va se mettre à parler. Voilà. Donc, ce que je trouve... Alors, le deuxième point que je voulais dire, du coup, les expositions que vous présentez. Alors, on voit bien les expositions primitivistes, ça tend vers ce que moi j'ai décrit comme le schème réactionnaire. Hein, c'est-à-dire on naturalise, on fige, le bon sauvage, il est comme ça. Alors, bon, la petite statuette là de 1916, elle est remarquable. Voilà, c'est l'Indien, c'est ça, ces trucs, ça ne bougera jamais, c'est l'Indien éternel, etc. Bon, ok. Vous, si on essaye de comprendre la position politique de vos expositions, à mon avis, elles vont vers ce que j'ai appelé socialisme. Alors, ça peut paraître bizarre hein, de dire ça, mais au sens. Mais j'allais dire, on peut, à mon avis, faire encore un effort, parce que si, enfin, c'est une question que j'aurais à vous poser plutôt qu'un conseil. Je suis pas du tout du domaine, donc. Mais
vous dites, ce qui garantit ça, c'est de le faire à deux. Le dominé et le dominant vont travailler ensemble pour faire l'exposition. Enfin, l'ancien dominant, d'ailleurs, il faudrait dire. Et l'ancien dominé. Ils deviennent maintenant des égaux, mais ils vont travailler à deux. Au fond, je me demande si on ne devrait pas à ce moment-là faire des expositions sur ce que l'émancipation des peuples autochtones fait à la société canadienne, c'est-à-dire fait à ceux qui ne sont pas de ces communautés. Et donc montrer dans ces expositions comment la société canadienne a changé, pourquoi il y a eu ces tendances croissantes dans la société canadienne à trouver scandaleux ce qu'on a fait aux Indiens pendant des décennies. Et donc, c'est tendre vers une description. Pour bien décrire ce qui se passe dans ces peuples, il faut décrire ce qui se passe dans la société dans son ensemble et le changement de sensibilité générale auquel contribuent donc, y compris les partenaires, effectivement. C'est plus que des partenaires, parce que tant qu'on est dans partenaires, en fait, il y a un petit côté, vous voyez, libéral, en fait, c'est coopération, etc. Non, on est dans la même société. C'est ça qui compte. Et maintenant, ils peuvent dire, les Indiens qui sont dans la même société, ils peuvent commencer à le dire. Oh, moi, j'ai aussi beaucoup appris. Et d'abord, ma première remarque, c'est que en écoutant Cyril Lemieux, j'ai compris pourquoi je me sentais si décalée. Parce que la philosophie n'appartient pas au sens social. Hein, vous avez l'anthropologie, vous avez l'histoire, vous avez la sociologie, mais alors la philosophie, allez vous rhabiller. Alors donc, moi, c'est plutôt de là quand même que je suis partie. Je dis simplement que la philosophie n'est pas une science sociale. Non, j'ai pas. C'est bien ce que je dis. Oui, mais j'ai pas dit allez vous rhabiller. Non, c'est moi qui le dis. J'ai le plus grand respect pour la philosophie. Non, mais pas ici, pas dans les sciences sociales. Donc c'est un point. C'est une question, c'est une vraie question à mon avis. Et donc c'est aussi pour ça que je me sentais peut-être tout à fait en décalage. Sauf avec mon voisin, avec qui on partage au fond le rapport à l'exposable, quoi. Mais en fait, je dis ça pour rigoler parce que bien évidemment, c'est pas tout à fait ça. Le point le plus clair pour moi, le point de rapport très clair entre à peu près tout ce qui s'est dit, c'est le rapport de réciprocité qui impose un entre et avec, hein, au lieu de un sur. Donc on est évidemment tous sur cette longueur d'onde-là, c'est-à-dire sur l'importance du entre et du avec. Vous dites, Cyril Lemieux, je ne sais plus quel en et quel et vous avez utilisé, mais enfin pour moi le premier renversement, c'est celui que fait par exemple Lacan sur analysant et analysé. Je veux dire, il est très clair qu'il n'y a pas un analysant et un analysé, mais il y a deux analysants co-analysants, et que ça se bouge, et que ça bouge ensemble. Donc c'est ça que moi j'appellerais volontiers entre et avec, et c'est un vieux topo quand même, ça on est tous d'accord que c'est un vieux topo de la réciprocité, de l'hospitalité, au sens où on est deux étrangers. On est, il y a deux xénos, il y en a un qui est un hôte et l'autre qui est aussi un hôte. Voilà, on est l'hôte de l'hôte, et puis c'est comme ça que ça marche, et sinon ça marche pas du tout. Donc sinon on est peut-être latin, c'est-à-dire que celui qu'on hospite devient hostis, c'est-à-dire ennemi, et à ce moment-là tout s'arrête. Bon. Donc restons dans le xénos qui fait échanger le en et le et. Et là c'est le point commun à tout, je crois, toutes nos interventions. Moi, à part ça, il y a quelque chose que j'ai pas compris, parce que j'ai beaucoup admiré la topographie, si vous voulez, dessinée, que vous dessiniez, Cyril. Et alors, moi, j'ai pas bien compris comment ça se passait. Alors, dans ce que j'ai noté, grand 2 petit c, c'est-à-dire l'intersectionnalité. J'ai pas bien compris une phrase comme, enfin, c'est une phrase que je prononce d'ailleurs après Derrida aussi bien, la part femme de moi-même, la façon homme d'être un ouvrier, la façon féminine d'être un ouvrier. Je voudrais en savoir plus. Je veux dire, parce que ça, je voudrais comprendre. Il me semble que là, il y a véritablement un point à travailler.
Et je suis pas sûre qu'on sache le faire encore bien. Et ça, pour moi, c'est un point véritablement le rapport à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, parce que c'est un mot, je veux dire, qu'on trouve partout maintenant comme résilience ou etc. Bon, mais peu importe, ça désigne un truc qui n'a pas encore été assez bien désigné comme ça. Et puis ma deuxième question, c'est, je me suis tout le temps demandé, alors ça c'est parce que je suis philosophe, si dénaturalisation, ça faisait une différence avec désessentialisation ou pas. Je suis pas sûre, enfin c'est une vraie question. Je me demande bien. Voilà, en gros, c'est ça mes remarques pour l'instant. Merci. Il y a eu plusieurs questions, donc j'en choisis 2. C'est bien. J'essaierai peut-être de répondre d'abord à la question de Anne. Pourquoi finalement les artistes deviennent des agents privilégiés pour décliner les identités, c'est ça la question? Peut-être une piste de réponse, c'est parce que l'art n'est pas tenu au principe de raison. Je pense que voilà, il y a une distinction entre l'art et les sciences sociales. Et bon, on le voyait peut-être à travers les exemples, les 2 exemples que j'ai donnés d'œuvres, en commençant Les Castors du Roi de Kent Monkman et puis Indian Act de Nadia Mir. L'artiste peut se permettre des raccourcis, entre autres peut se permettre des anachronismes incroyables. Qu'aucun historien ne ferait. Il y a aussi une dimension performative, comme avec Nadia Mir qui réécrit l'Indian Act en fait à l'aide d'un collier wampum. Donc elle va recréer une nouvelle alliance entre les colons et les autochtones. Et je pense que ce genre de liberté qui se fait au détriment du principe de raison, on est bien d'accord, permet aussi de mettre en évidence certaines réalités et frappe l'esprit. Donc je pense que c'est un peu le rôle aussi de l'artiste de nous faire réagir. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire dans l'exposition que j'ai mentionnée rapidement, double jeu, identité et culture. Hein. L'artiste aussi est un agent double qui peut dire une chose et son contraire dans le même temps. L'art ne connaît pas le principe de non-contradiction et je pense que c'est... Voilà, c'est à la fois une force, mais peut-être aussi, bien sûr, une faiblesse lorsqu'on regarde du côté des sciences sociales. La deuxième question à laquelle je répondrai, ça sera celle de Cyril sur l'émancipation du dominé qui émancipe aussi le dominant. C'est sûr, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore d'exposition là-dessus, mais je veux dire, au Canada, on est vraiment dans ce principe actuellement, et ce principe, en fait, ce contexte, c'est le contexte de la réconciliation, mais avec ce qui permet d'émancipation, mais aussi les excès qui l'accompagnent. Et on voit bien que le dominant est avide. Hein. Il y a des textes en anglais qui parlent de ça. Le dominant est avide de tendre vers un état d'innocence, en fait. Donc de tourner la page le plus rapidement possible. Et bon, le principe de réconciliation aussi est un principe de décolonisation. On parle beaucoup de décolonisation au Canada, pas du tout dans le même sens qu'on emploie le terme ici. Ici, le terme est encore, si j'ai bien compris, polémique, alors qu'au Canada, il n'est pas du tout. Hein. Voilà, tout le monde est dans un principe de décolonisation, mais je pense que cette émancipation du dominant a aussi ses excès et ses risques. Et je pense que les cas d'appropriation culturelle que j'ai mentionnés font partie justement de cette avidité à tendre à un état d'innocence de la part du dominant, entre guillemets. Mais l'idée d'une exposition sur le sujet est intéressante. Je refais passer le micro dans l'autre sens pour répondre aux questions. Il y en a d'autres. Oui, je voudrais juste poser une question, parce que je voulais te la poser à toi, Cyril, mais ça fait déjà beaucoup de questions qu'on t'a posées, alors je vais pas charger la barque. Mais depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est qu'un dominant et ce que c'est qu'un dominé. Je voudrais savoir de qui on parle. Non, vraiment, ça m'a laissé aphasique. Non, je voudrais savoir vraiment qu'est-ce que c'est qu'un dominant. Latinisé en dominus,
Mais c'est une erreur, je pense, de traduction. Mais nous vivons tous sous ce régime. Excusez-moi de vous interrompre. Non. La parole au peuple. C'est l'émancipation qui commence à... D'accord. Non, c'était pour Jean-Louis Fabiani. C'était pour le peuple. Il y a des hiérarchies. Un grand merci de toutes ces interventions. J'aimerais peut-être introduire aussi un autre élément qui est la contrainte, hein, parce que souvent on peut effectivement envisager une dialectique entre la contrainte et l'émancipation, mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être 3 cas de figure, la guerre et la guerre civile. Dans le cas de la guerre et de la guerre civile, la possibilité de se dire dépositaire d'une identité, de négocier sur ces identités, de cumuler les identités, de sortir de la question identitaire, ne peuvent absolument pas exister. Et je crois que ça nous ramène un peu aussi à la question dont on a discuté hier, c'est que la guerre, et a fortiori la guerre civile, c'est l'interdiction de la modernité. Toi, tu ne resteras pas dans la modernité. On t'impose non seulement une identité, mais une identité biologisée. C'est de ta vie et de ta mort dont il s'agit. Et si tu n'acceptes pas, on te tue. Donc, une première cas de figure qu'il faut prendre en considération. Un deuxième cas de figure, le chantage à l'identité. Toi, on t'a volé ton ontologie. Et là, on est effectivement en face de quelque chose qui me paraît de plus en plus évident lorsqu'on analyse, par exemple, non pas les musulmans, mais les islamistes qui passent à l'acte, cette question de l'ontologie. Et donc, la perte de l'ontologie, le vol de l'ontologie, tu as l'obligation de non seulement de récupérer ton ontologie, mais de te restaurer dans la pureté de ton ontologie. Et sans cela, je crois qu'effectivement, ni la colonisation, ni la domination, etc., ne peuvent expliquer seuls le passage à un acte qui est surtout suicidaire. Et puis, un troisième élément qui me paraît très important, l'obligation de rachat. Joseph Lemestre, toi, la France, t'as trahi, t'as péché. Tu dois racheter ton péché par ton sang. Ce discours est extrêmement répandu au 19e siècle, au 20e siècle. Chez Franco, on a constamment ce discours que le peuple espagnol doit payer, pas uniquement les républicains, parce que le péché a été commis. Et je crois que sans cela, on ne peut pas non plus comprendre la question identitaire. Et cela me permet peut-être de reprendre un peu la perspective, cette fois-ci d'émancipation, en partant de Cyril, en le plagiant, mais en le surinterprétant aussi, la dialectique du maître et d'esclave. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas revenir à une autre définition de l'aliénation? Il y a un texte remarquable, une lettre remarquable de Frantz Fanon. Je ne suis pas du tout fanoniste, je suis très critique, mais une lettre de Frantz Fanon à Ali Shariati, intellectuel iranien déchiré, écorché vif, hein, et Ali Shariati lui dit « Camarade, tu ne peux pas sortir de l'aliénation en retournant par la révolution à l'islam. » Et donc, du coup, la définition que Marx donne de l'aliénation, c'est de changer la condition, effectivement, de l'homme, dans le sens anthropologique du terme. C'est le maître, la dialectique du maître et de l'esclave. L'objectif de l'esclave n'est pas de devenir ex-esclave, c'est de dissoudre la société dans laquelle l'esclavage a été possible. L'objectif d'un indigène ne doit pas du tout de devenir un ex-indigène pour le rester voilà, de génération en génération. Une femme, par sa lutte, ne peut pas envisager de devenir ex-femme opprimée. Et donc, du coup, la lutte de l'émancipation, c'est la fin des contraintes, ce type de contraintes qui sont imposées, mais c'est aussi peut-être effectivement la fin de la dialectique de maître et de l'esclave. Marx ne voulait jamais le triomphe de prolétariat pour que le prolétariat devienne une classe dominante, mais pour que le prolétariat se dissolve en supprimant la société des classes. Je voudrais qu'on revienne à la raison pour laquelle l'identité nous a paru impossible à éviter dans un colloque sur les sciences sociales en danger. Hein, alors, en fait, cette table ronde, elle a un statut un petit peu particulier dans l'ensemble des tables rondes, parce que c'est le point qui nous a paru à tous
et toutes. Impossible à contourner, étant donné qu'il concentre à la fois un devoir de connaissance aiguisée des sciences sociales à leur degré actuel de développement. Hein, il faut connaître, comprendre sociologiquement, anthropologiquement, historiquement la façon dont se constituent les identités. Hein, et l'histoire des sciences sociales contemporaines va dans cette direction. Hein, et ce même terme se donne comme un écueil et souvent le foyer de dangers qui empêchent à cette connaissance de se produire comme elle pense devoir se produire. Donc, sur ce terme, vraiment, les deux aspects du problème se concentraient. Alors, il y a des sociologues, historiens qui ont opté nettement pour l'écarter du vocabulaire des sciences sociales. Je me souviens d'un article de Brubaker et Frédéric Cooper, donc historien Cooper des empires et de la nation, Brubaker, sociologue, historien surtout de la nation allemande. Oui, pardon. Donc je me souviens de cet article je crois que c'est du début des années 2000, qui dit qu'il faut s'en débarrasser. Je me souviens aussi d'ailleurs d'un texte de Cécile Vidal, qui est dans la salle, qui dit qu'il ne faut pas s'en débarrasser, qui répond à Cooper et Brubaker en disant, très justement à mon avis, Cécile, que puisque les acteurs mobilisent ce concept, il est absolument impossible de faire fi de leur propre qualification des situations. Bon, alors voilà, on a le problème. Et alors Cyril nous a donné une manière de le traiter, que je partage vraiment, mais c'est une manière de le traiter qui doit encore peut-être intégrer le fait qu'on rencontre l'obstacle sur ce point. Voilà. C'est-à-dire que c'est une manière de le traiter. En fait, c'est ta conclusion, c'est les dangers de rechute, soit dans des fixations réactionnaires, soit dans des dénégations libérales, soit, et c'est le plus difficile, parce que c'est là que les producteurs de sciences sociales se retrouvent le plus souvent, des productions de type socialiste qui véhiculent, sans s'en rendre compte, des fixations réactionnaires et des catégories libérales. Donc la troisième catégorie, elle nous concerne en fait, c'est comme ça que j'ai compris, Cyril, elle nous concerne au plus près, puisque pratiquant les sciences sociales, même sans le vouloir, en fait, on est emporté dans une perspective socialiste, mais on ne l'est peut-être pas de façon complètement conséquente, et à ce moment-là, le problème se pose. Alors, le problème se pose sur l'identité. Pourquoi ? Voilà, la question, en fait, c'est pourquoi ? Bon, moi, je pense qu'il faut avoir en tête les deux évolutions. L'évolution de ces savoirs et l'évolution générale, l'évolution politique générale. L'évolution de ces savoirs, l'évolution sociopolitique générale. L'évolution de ces savoirs, c'est qu'on en est à un moment de production des sciences sociales qui est un moment particulier où on cherche une voie au-delà du constructivisme, en fait. C'est-à-dire que le constructivisme, qui était un stade très important et émancipateur dans ses savoirs, cherche à retrouver une forme de réalisme qui ne soit pas naturalisant ou renaturalisant. Et dans cette perspective-là, le recours au concept d'identité est requis, et en même temps, il
recèle évidemment le défi même de nos processus de connaissance, puisque c'est là qu'on va tester le fait qu'on n'y arrive ou pas à retrouver une forme de réalisme au-delà du constructivisme. Alors, il se trouve que cette étape-là de l'histoire des sciences sociales, elle accompagne une évolution sociopolitique qui, comme je le disais dans l'introduction d'hier, n'est pas la cause du problème, mais l'autre face du problème, et donc ce sont deux processus qu'il faut voir en corrélation. Alors cette évolution sociopolitique, c'est quoi ? C'est, là Cyril l'a aussi très bien dit, et d'ailleurs l'exposé de Sylvie commençait là aussi là-dessus, c'est une forme de développement de l'individualisation des rapports sociaux qui fait que la question des identités individuelles et collectives entre dans un nouveau rapport plus complexe où à la fois l'individualité demande à être reconnue dans les groupes, dans les appartenances, et ces appartenances doivent elles-mêmes se reformuler de façon à être appropriables par les individus qu'elles reconnaissent en elles. Alors ça, ce processus d'individualisation, donc de différenciation-individualisation, il est forcément accompagné de nouveaux modes d'intégration. Là aussi, Cyril l'a dit. Le problème, et là, il faut historiciser, le problème qu'on a aujourd'hui, dans la situation politique présente, c'est l'indétermination sur le degré ou les schèmes d'intégration qui correspondent, qui sont susceptibles de servir d'appui à notre niveau de différenciation, notre niveau d'individualisation. Alors, c'est un problème social, mais c'est un problème politique, bien sûr, puisque c'est le problème lié à la façon dont on décrit la société globale dans laquelle les identités se construisent. Quelle est la référence, en fait, de ce holisme qu'on cherche, quel est le tout auquel on se réfère, quel niveau du tout. Et là, effectivement, la question de la nation et du dépassement requis aujourd'hui du schème national figé sur lequel les sciences sociales classiques se sont en fait bâties. Bon, ce dépassement-là, il constitue pour nous un défi, et de toute évidence, il démultiplie les dilemmes identitaires. Voilà. Ça, c'est Bon, alors, évidemment, ça débouche sur un troisième point. Excusez-moi, c'est celui de la façon dont se reconstituent, non pas simplement des identités individuelles dans ce processus, mais de nouvelles identités collectives. Puisque ce qui se différencie, ce ne sont pas seulement les individus, ce sont les groupes qui composent la société. Et donc là, de nouvelles appartenances, je pense évidemment à des sous-groupes qui luttent pour leur propre définition dans une société globale, elle-même indéterminée. Cette question, là aussi, elle déclenche des questions identitaires à plusieurs niveaux, parce que pour nous, pour les sciences sociales, les questions identitaires, elles sont toujours à 3 niveaux, en réalité, elles ne sont pas à 2. Elles sont au niveau de l'individu, elles sont au niveau des sous-groupes, et elles sont au niveau de la société globale. Voilà. Donc voilà, mon intervention visait simplement à reprendre le schéma et à essayer de dramatiser le moment présent et à indiquer le fait que ce n'est pas un hasard si sur l'identité se jouent à la fois les tâches des sciences sociales, et donc je suis d'accord avec Cécile, il ne faut pas abandonner le terme, au contraire, il faut l'investir
et l'investir toujours plus avec nos méthodes et avec nos procédures de connaissance, hein, et être conscient du fait que c'est là que ça risque toujours le plus, hein, de chuter. Voilà. C'est tout. Bon, est-ce que je peux poser ma question en anglais? Vous comprenez l'anglais, tout le monde? Oui, ça va? Merci. I'd just like to pick up on what you were saying, a little, and begin perhaps with going back to Simone de Beauvoir, Sylvie, and Sartre, both of whom were looking at identity in the 40s and the 50s in precisely the terms that I think we're in danger is today. We were not born women, we became women. If the Jew didn't exist, said Sartre, the anti-Semite would have invented him. I think both these ideas, we're not talking very much anymore about the imposed identities, the identities that we, in fact, many social scientists playing a major role in this, were trying to escape. The positive emancipatory escaping of identities was, in fact, the center of a good deal of the research 40, 50, 60, 70 years ago. And today we're now reinvesting ourselves in positive identities, many of us representing the groups who were imposed an identity and who are now insisting on those identities. Is the question of denaturalizing or essentialism, as you were mentioning, Baba, are these two terms the same? The way they are used, perhaps they're not philosophically the same, but the way they are used, they are being used the same way. And those very identities that many of our peoples that we are concerned about, many of the oppressed groups concerned about, are now insisting on it. It began in a rather beautiful and eloquent way with the Black Power movement in the United States. Black is beautiful, when black had been ugly, and a whole kind of assumption, I can only speak if I am black about what it means to be black. I can only speak about what it means to be indigenous if I am an indigenous person. And yet we go and look at those identities very carefully. We have to recognize that they're very complicated and they're very often imposed from outside. Not that there's nothing there, but the way it has been framed is often from the outside. Thank you. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous pour vos interventions. C'était tout simplement passionnant et résonne beaucoup avec différentes interventions hier. Je voudrais être très brève, mais poursuivre autour de ce terme d'identité. En écoutant les différentes prises de parole, ce mot, et on le sait bien, a été utilisé de différentes façons. Smaïn a surtout mis l'accent, bien sûr, sur ceux avec lesquels il travaille, ceux qu'il essaie de comprendre, en nous proposant cette belle formule, je trouve, de mémoire de soi. Et donc, pour ceux que nous essayons de comprendre, que Smaïn essaie de comprendre, comment essayer, tu disais, de rester le même, on pourrait dire aussi comment essayer de devenir le même, ou comment d'essayer d'être le même en contestant ce qui vous est assigné comme identification. Il y a là, bien sûr, un pan qui s'ouvre, de réflexion qui est tout à fait intéressant et qui, tu as parlé savoir d'où l'on vient, mais on voit bien que la réponse à la mémoire de soi, l'une des réponses possibles, c'est savoir d'où l'on soit, mais c'est vraiment pas la seule réponse possible. Et puis après, il y a eu de nombreuses discussions de la part des uns des autres concernant la façon dont les chercheurs en sciences sociales, dans les différentes disciplines, se saisissent du concept d'identité. Et Cyril, tu as proposé notamment 3 sortes de garde-fous. Moi, je mettrais volontiers le dernier, l'enquête empirique en premier, mais peu importe. Mais tu nous as proposé 3 façons dont les chercheurs en sciences sociales peuvent s'emparer à bon escient de ce terme d'identité. Et puis, il y a eu bien sûr la question des idéologies et la proposition, là aujourd'hui, qui donne beaucoup à réfléchir entre socialisme, réactionnaire, individualisme, mais qui est vraiment là au niveau idéologique.
Et simplement, je voulais dire que peut-être une des raisons pour lesquelles à la fois nous devons nous emparer de ce terme et qu'il est un tout petit peu redoutable, c'est le fait que justement il puisse exister à ces trois niveaux. Au niveau de celles et ceux que nous essayons de comprendre, au niveau de l'épistémologie du sociologue et au niveau de l'idéologie. Et je voulais simplement signaler, parce qu'en écoutant, je me disais, mais comment on va traduire sur ces trois niveaux le mot identité, par exemple en langue chinoise, et on ne le traduirait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir le type de débat que nous avons aujourd'hui, où il y a tellement de recouvrements et donc de pièges possibles que nous essayons de contrecarrer, parce que par exemple le terme identité, pour les sociologues chinois, on l'a traduit de la sociologie anglo-saxonne et on a créé pour ça un terme spécifique, qui n'est pas non plus le terme que les individus emploieraient lorsqu'on essaie de comprendre comment ils s'identifient ou comment ils se présentent ou qu'ils font des récits, ils vont employer d'autres termes. Et les termes idéologiques, pour parler de l'identité nationale, sont d'autres termes. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu, je dirais pas exceptionnel, mais un peu singulier dans le fait que nous pouvons jouer avec ce terme sur les trois niveaux, alors qu'ailleurs, bien sûr, nous pouvons traduire et dire là il s'agit d'identité, mais néanmoins le débat est différent puisque nous avons affaire aux trois niveaux à des termes différents. Voilà. Plutôt des processus d'identification et avec un horizon émancipatoire. En vous entendant, la catégorie d'universel me venait souvent. Je pense qu'on discutait sans énoncer cette catégorie, même si Barbara Cassan, vous avez évoqué lors de votre exposé la question de l'universel, qui est l'universel. Donc, aujourd'hui, ça peut être un repoussoir aussi, dans le sens que l'universel est toujours l'universel de quelqu'un. Donc, quelle serait la pertinence aujourd'hui de cette catégorie pour penser l'émancipation universelle, si on doit la investir et travailler, ou si on doit l'abandonner parce qu'elle est forcément contaminée de particuliers, donc elle est instrument de domination. Et je profite parce qu'Amy a parlé d'ontologie, donc si cette catégorie d'universel reste pertinente, est-ce qu'il faut un sujet pour cet universel? Voilà, donc c'est des questions très ouvertes. Oui, moi j'ai plusieurs questions. D'abord à Monsieur Lachaire, je pense que c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais je voudrais avoir une clarification. Dans votre propos, est-ce que c'est les gens qui s'auto-assignent ou c'est la société qui les assigne? Parce que dans votre propos sur l'identité, je ne voyais pas ça ressortir clairement. Et je voudrais avoir quand même une clarification dessus. Bon, sur dominant, dominé, c'est une vaste question. Moi, je pense que c'est une catégorie qui tient encore et qui est extrêmement pertinente. En revanche, évidemment, c'est pas comment dire. C'est pas blanc-noir. Il y a toujours des frontières et je ne pense pas que les dominés veulent rester dans leur statut de dominé. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être mes objets de recherche qui me déforment. Ensuite, sur l'intersectionnalité. Souvent, en sciences sociales, on a une mécompréhension de cette chose. Mais c'est très simple pour les juristes, en fait. Parce que c'est des juristes qui ont écrit sur ça. Faut pas se mentir. C'est un arrêt, c'est un cas très clair. Dans une entreprise, exactement comme ça s'est passé pour les Chibani en 2018 pour la SNCF, il y a des femmes noires qui sont discriminées et ne peuvent pas évoluer dans leur carrière. Elles vont devant un juge, elles disent nous sommes femmes, nous sommes noires. Est-ce que vous pouvez reconnaître ces deux critères? Le juge dit vous choisissez soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Le problème part de là, en fait. Donc, Kimberly Crenshaw commence à travailler dessus et dit, comment se fait-il que le droit de la non-discrimination aux États-Unis ne puisse pas reconnaître les deux? Bon, après, il y a toute une récupération et ça vient ici dans les sciences sociales et malheureusement, les sciences sociales le réinterprètent pas dans le cadre juridique et ça part un peu dans tous les sens, comme un cri de guerre, comme ceci, comme cela. Mais à la base, c'est vraiment pour répondre à rechercher les angles morts du droit de la non-discrimination aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça dit de la société américaine?
Bon, donc voilà. Et ensuite, je pense qu'on a quelques retards aussi dessus parce que il me semble que les débats aux États-Unis se modifient maintenant et que beaucoup cherchent à dépasser maintenant l'intersectionnalité. Je pense ici aux travaux de Jennifer Nash, donc qui est une féministe afro-américaine et qui a écrit un livre After Intersectionality. Bon, c'est sorti il y a quelques années et en essayant de dire bon, l'intersectionnalité a posé les féministes noires dans une approche défensive. On n'a pas nécessairement besoin de ça pour s'affirmer, en fait, comme féministe noire. Et il y a toute une réflexion sur le carcan que ça a posé pour certaines luttes pendant plusieurs années. Donc je pense aussi que là, on est un tout petit peu en retard, un tout petit peu. Parce que c'est maintenant ici que ça prend énormément, mais je pense qu'on y revient un peu, et de plus en plus de l'autre côté de l'Atlantique. Non, c'est à propos de l'assignation. Comment plusieurs acteurs peuvent assigner. L'État assigne. Les groupes peuvent assigner les membres du groupe. D'ailleurs, tous les mots qui sont apparus depuis 20-30 ans, comme blanc, racisé, etc., sont bien des mots qui assignent et qui n'assignent pas seulement une place, qui assignent à une naissance, à une nature. Bon. Donc, si je devais presque caricaturer, je dirais que dans plusieurs espaces, on assigne, mais on assigne en haut et on assigne en bas. Et il y a aussi bien évidemment des personnes qui s'auto-désignent, qui s'auto-assignent, en particulier les gens qui sont pris ou prisonniers dans des groupes à forte connotation communautaire. Pardon. Voilà. Bien. Alors il y a beaucoup de questions. Je vais en prendre qu'un certain nombre. Je voudrais commencer par celle que posait Barbara Cassin, donc me demandant peut-être un peu plus clarifier la différence entre que j'essaie d'établir entre intersectionnalité et ce que serait un concept, disons, plus sociologique ou plus science sociale. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qu'il y a de libéral dans le concept d'intersectionnalité, selon moi, c'est qu'au fond, l'identité est substantivée en une chose que l'on possède. Et il me semble que la position sociologique, c'est pas une position qui peut substantiver de cette manière, mais qui doit plutôt, on pourrait presque dire, faire de l'identité quelque chose d'adverbial, en fait. Voilà. Donc il y a une façon féminine ou adjective, une façon féminine d'agir, une façon alors ça veut dire quoi une façon féminine d'agir, par exemple? Alors une façon féminine d'agir et même il faudrait dire donc féminine, ouvrière, etc. Ça veut dire une façon d'agir qui nous fait reconnaître, qui nous rend descriptibles en tant que femme, ouvrière, etc. Hein, c'est ça c'est-à-dire que c'est très important de passer à cette conception adverbiale parce que là, pour moi, en tout cas, pour faire des sciences sociales, parce que la conception substantive elle est irréaliste d'un point de vue sociologique. C'est pas l'identité, c'est quelque chose qu'on possède dans sa poche. C'est pas une propriété qu'on possède, c'est quelque chose qu'on fait. Enfin, c'est en faisant quelque chose que l'on se rend descriptible comme étant un certain type de personne, de rôle social. Alors, cela veut dire, alors moi je répète que pour moi l'intersectionnalité c'est un grand progrès, parce que ça a permis de poser des questions qui n'étaient pas ou peu ou mal ou très peu posées. Donc attention, je dis simplement qu'il y a un travail à faire des sciences sociales pour resociologiser un concept, comme l'a dit Lionel, qui vient du cadre juridique, et en plus du cadre juridique états-unien, c'est-à-dire d'un droit libéral en fait, et donc qui réfléchit à partir de fondements qui s'ancrent dans l'individualisme libéral. Alors après, je dirais, c'est un concept très utile et il a déjà déclenché énormément de choses, ce concept. Par exemple, justement,
C'est un concept éminemment moderne, du coup. Et lorsqu'on essaie de le projeter sur des sociétés traditionnelles, comme le disait Sylvie, ça ne marche pas. Mais ça, c'est déjà un résultat. Parce que ça nous fait apparaître des choses sur les sociétés traditionnelles qui n'étaient pas des sociétés avec les normes d'individualisation qui sont nôtres. Donc ça les fait apparaître par contraste. Mais de manière générale, moi je pense que les concepts fondamentaux des sciences sociales, ça ne doit pas être des concepts pris dans la modernité, ce sont des concepts qui valent pour toutes les sociétés humaines et donc pour les sociétés traditionnelles. Autrement dit, il nous faut penser l'identité depuis des catégories qui fonctionneraient dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire il faut regarder non pas la Grèce antique depuis nos catégories, il faut regarder nos sociétés depuis des catégories qui seraient opératoires pour décrire la Grèce antique et qui de ce point de vue-là, sont, et là on retombe sur la question de l'universel, sont universelles dans ce sens. Donc si on veut rompre avec l'ethnocentrisme moderne, c'est très important d'utiliser des catégories holistes, pour résumer ce que je viens de dire. Sur la domination, oui, c'est toi qui posais la question. Moi, je considère que là aussi, c'est un concept qui est forcément dénonciateur, disons, dans la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de pointer immédiatement quelque chose qui ne devrait plus avoir lieu dans la modernité, dans des sociétés égalitaristes. Donc quand on dit domination masculine, c'est forcément une dénonciation d'un état de fait qui ne devrait pas avoir lieu dans nos sociétés. Donc là, on voit aussi comment la portée politique est engagée directement dans la conceptualisation sociologique. Je mets au défi quelqu'un de dire qu'il utilise domination de manière neutre axiologiquement. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, voilà. Donc ce concept fait florès aussi parce qu'il a cette portée dénonciatrice qui en plus se présente comme souvent, qui est présentée comme purement descriptive, ce qu'elle n'est pas. Bon, alors après, excusez-moi, j'avance vite parce que je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Bruno. Moi, je pense qu'il faut dire d'abord que le phénomène central, c'est la différenciation sociale qui s'est opérée et qui a amené l'émergence de mouvements sociaux, un processus d'individualisation, les mouvements sociaux dont on parle ici, féminisme, l'écologie, etc. Et donc une avancée nette vers une société, disons, plus égalitaire. On va dire ça comme ça. Alors, il faudrait surtout en Europe et en Amérique du Nord. Mais immédiatement, c'est fait, enfin pas immédiatement, au bout d'un moment, c'est fait ressentir ce besoin d'intégration dont tu parles. Et là, la réaction a été réactionnaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous sommes écrasés par la pensée réactionnaire actuellement. Elle n'est jamais que le contre-coup d'une énorme avancée, à mon avis, des droits et des différences reconnues et de l'égalitarisme en général. Bon. Et c'est là aussi qu'on voit l'importance des sciences sociales, parce que soit on en reste là, on comble le besoin d'intégration par de la pensée réactionnaire nationaliste, soit il y a les sciences sociales. C'est-à-dire une façon, comme tu l'as dit, de dépasser la simple dénaturalisation pour revenir à une forme de réalisme, mais qui ne soit pas un réalisme qui fige les choses, qui naturalise, mais au contraire un réalisme sociologique. Et ça, je pense, c'est vraiment très important pour comprendre la fonction politique des sciences sociales à l'heure actuelle, où monte la pensée réactionnaire. Il ne faut pas simplement se contenter de dénaturaliser. Il faut faire les trois opérations. Et notamment, et c'est pour ça, là je rebondis sur ce que disait Isabelle, moi je mettrais quand même, alors les trois principes, ils se tiennent ensemble. On peut présenter les choses on peut commencer par celui qu'on veut. Je commence par l'holisme parce que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui aux sciences sociales. Franchement, c'est ce qui manque le plus. C'est-à-dire, et on voit l'enjeu politique de recommencer à faire du holisme, mais attention, non naturalisant. C'est là où il y a de grandes difficultés. C'est trop facile de revenir vers des entités collectives en les naturalisant. On n'en veut plus de ça. Donc on a besoin, la société à mon avis a besoin de holisme, mais d'un holisme dénaturalisant. Et pour la question, encore deux petits points, la question de Philippe sur l'universel, moi j'aurais du coup, si on est dans cette démarche, oui, la notion d'universel, elle est importante, mais c'est un universel concret. C'est ça en fait qui a discrédité l'universel. Dans ces trois principes que j'évoquais, l'absence d'empiricité fait qu'on déclare des choses comme universelles, on ne va pas voir concrètement ce qu'il en est, et on discrédite le concept d'universel. Donc, nous, en sciences sociales, à mon avis, il faut garder une perspective universaliste,
mais c'est un universel. Je pense que c'est très important de dire que c'est concret, c'est-à-dire que c'est toujours dans une société, dans un cadre social bien déterminé, qu'on va voir agir des choses qui ont une portée universelle, au sens où elles indiquent quelque chose sur les sociétés humaines en général. Elles ne sont pas spécifiques, elles sont spécifiques à cette société parce qu'elles sont concrètes, mais elles ne sont pas purement spécifiques, j'allais dire. Hein, bon, ça. Et dernier point pour répondre à madame, moi je suis frappé aussi de ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a eu le moment où beaucoup de groupes se voyaient assigner une identité, ils s'en sont libérés, et là il y a 3 options, je reprends mes 3 options, c'est-à-dire que soit on réinvestit cette identité qui nous est assignée en l'essentialisant, on devient un réactionnaire, soit on dit que c'est un choix de la personne, je choisis mais c'est plus du tout la même chose, c'est je choisis cette identité qui m'était assignée, mais j'aurais le choix de ne pas la choisir, mais je la choisis. Ça change tout en fait. Hein. Je suis noir parce que je le veux en quelque sorte, et non pas parce qu'on me l'impose. Ça change tout. Mais le problème ici, c'est que les processus sociaux concrets ne permettent pas de décrire ce que les gens font en termes vraiment de choix en réalité. Et c'est là que les sciences sociales, c'est-à-dire que le côté on ne m'assigne plus rien, quand on regarde les choses de près, non. Enfin, on ne peut pas dire que c'est assigné, on ne peut pas dire que c'est un choix, c'est autre chose. C'est un processus collectif concret d'identification. C'est là que c'est important aussi que pour la réflexivité de chacun, on arrête de sortir de ce truc, on a le choix entre essentialisation et choix. Non, il y a aussi cette 3e option de prendre en compte les processus sociaux réels et dans quelle mesure ils sont égalitaires ou pas. C'est ça la question pour nous par rapport à nos normes. Est-ce que c'est égalitaire ou est-ce qu'il y a de la domination? Bon, merci. Enfin, merci pour toute cette richesse. Enfin, moi, je suis grand public, disons, et donc ça me rassure, disons, de voir qu'on peut construire des idées, enfin des réflexions sur un sujet comme ça, parce qu'en tant que grand public, je connais surtout malheureusement le débat public, et vous savez très bien que ça donne pas la même impression. Oui. Mais par contre, alors du coup, je reviens finalement, j'allais dire à mes fondamentaux. Enfin, j'ose pas dire le mot fondamental, mais c'est que je suis vraiment allergique au mot identité. Et finalement, toutes vos réflexions me confortent, enfin, me provoquent presque encore plus cette allergie. Alors, je précise que je suis toujours du côté dominant, quel que soit le critère, enfin, sexuel, culturel, religieux, tout ce que vous voulez. Je suis toujours du côté dominant. Alors, est-ce que c'est pour cette raison-là que je suis allergique à cette problématisation, enfin au fait qu'on parle d'identité? Mais j'ai connu aussi l'époque où c'était complètement absent, quoi. Enfin, disons, la question politique. Alors, du coup, de s'identifier comme républicain, laïque, universaliste, tout ça, on se posait pas du tout cette question. Cette question n'existait pas. Enfin, tout semblait évident. Alors maintenant, effectivement, tout ça est remis en question, mais c'est vrai que je m'interroge quand même aussi sur les raisons. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons? Enfin, il y a sûrement des très bonnes raisons de faire ces remises en question, puis des très mauvaises aussi. Alors, et puis oui, enfin, encore une réflexion perso, puis j'arrête, hein, mais justement, en tant qu'appartenant à des majorités, disons, moi, ce qui me frappe, c'est que le questionnement, enfin ce qu'on appelle déconstruction, doit absolument s'appliquer autant aux dominés qu'aux dominants, parce que sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui engendre, c'est ce qui fait que d'ailleurs, enfin bon, ça c'est une tarte à la crème, mais enfin que tous les extrêmes, tous les identitaires, entre guillemets, au sens vraiment réactionnaire du terme se confortent, quoi. Mais enfin bon, ça c'est une tarte à la crème pour vous, mais... Voilà. Bon, enfin, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos travaux. Voilà. Vous êtes bien informé. En effet, il y a un projet de loi sur la liberté académique, mais c'est plus en fait, c'est le Premier ministre qui a défendu cette loi. Et en fait, on s'aperçoit, et là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la logique politique par rapport aux sciences sociales. On voit que cette loi a été montée à partir de quelques cas qui ont été hyper médiatisés.
mais dans les faits, les sociologues s'en sont mêlés. En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu une dizaine d'incidents académiques ces dernières années. Et en fait, ça reflète pas du tout une réalité de terrain. D'ailleurs, hier, quelqu'un nous a montré un index sur les incidents académiques et le Canada était le premier à signaler les incidents académiques et la Corée du Nord le dernier. Et je pense que c'est pas parce qu'on signale les incidents que c'est forcément le pays le plus problématique. Mais en fait, toujours est-il qu'aujourd'hui, plus personne veut de cette loi. Et donc le Premier ministre est un peu dans l'eau chaude justement parce que lui-même se rend compte que cette loi tient sur rien, sur quelques cas hyper médiatisés. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et en tant que professeur, les professeurs d'université devaient répondre à un questionnaire pour voir s'il y avait un problème. Et le questionnaire était totalement orienté, partait du principe qu'il y avait un problème de liberté académique, donc on devait répondre au nombre. Enfin voilà, c'était pas les sociologues qui avaient monté le questionnaire, c'était très évident. Donc oui, bien sûr, il y a des polémiques autour des questions d'identité, même si très largement le problème de décolonisation, comme je le disais tout à l'heure, fait consensus par rapport à la France, c'est une grosse différence. Mais en même temps, on a un gouvernement au Québec qui se dit ouvertement nationaliste. Donc déjà, on n'est plus dans les mêmes... et qui ne veut pas reconnaître, mais c'est toujours une querelle fédérale, provinciale, qui ne veut pas reconnaître le racisme systémique parce que le gouvernement fédéral l'a reconnu. Donc il y a aussi des choses à contextualiser. Mais je pense que voilà, ça ne remet pas en question, je crois, ce que j'ai dit auparavant sur l'identité autochtone. Oui, alors très rapidement, je vais réagir quand même à ce que vous avez dit, parce que effectivement, l'identité, alors ça dépend de ce que vous avez en tête. Si c'est le ministère de l'identité nationale, etc., on a compris. J'ai l'impression que on a compris pourquoi on est contre, mais je voulais simplement dire que si c'est plutôt les revendications d'identité venues de mouvements qui sont plutôt situés à gauche ou à l'extrême gauche, il y a une chose quand même qu'il faut bien voir, à mon avis, c'est que évidemment, ça peut paraître choquant parce que ça paraît une remise en cause de l'égalitarisme formel sur lequel est basée la vie politique. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il est formel et qu'il a bien fallu montrer quand même qu'il y avait des discriminations, il y avait des inégalités qui opéraient dans la société et qu'on ne pouvait pas en parler, sauf à dire précisément qu'on avait une certaine identité et que c'est en raison de cette identité qu'on était discriminé. Donc là, il y a quelque chose qui effectivement, à mon avis, a quand même à entendre dans le processus. Si on a comme boussole la question d'une avancée de la société vers l'égalité. Alors évidemment, ça choque beaucoup de gens parce que ça paraît une remise en cause de l'égalité formelle, mais ça a un côté, à mon avis, qui se rapproche plus des sciences sociales parce que c'est dire qu'est-ce qu'il en est concrètement, en fait, de cet égalitarisme formel, quand on va voir les situations concrètes. Voilà. C'est juste ce que je vais dire pour quand même soutenir, en fait, la mobilisation de cette notion d'identité, même si, j'ai aussi quelques... je l'ai dit, je trouve qu'il faut vraiment la retravailler pour en faire quelque chose d'acceptable en sciences sociales. Et la question de moi, je sais pas, ça va être une question qui va être traitée, tu vois, enchaînement, ça va être traité cet après-midi, si j'ai bien compris, les garants institutionnels, l'autonomie des institutions, de la communauté, c'est très important. Est-ce que ça suffit ? Je pense que, en fait, pas tout à fait, parce qu'il y a une telle pénétration de l'idéologie individualiste dans nos milieux, qu'il y a un tel manque de réflexivité sur les effets politiques intrinsèques des sciences sociales. Ça, c'est quand même... à part ce colloque, là, je crois que j'ai rarement entendu des choses là-dessus. Parce que, c'est, à mon avis, l'intérêt de ce colloque, c'est de nous avoir fait avancer là-dessus. Il y a un tel degré zéro de la pensée, du rapport entre sciences sociales et politique, parce qu'on s'en tient à l'idée que la politique, c'est une attitude privée du chercheur ou de la chercheuse, et voilà, une neutralité axiologique, etc. C'est vraiment pas à la hauteur de la réflexivité attendue des sciences sociales. Donc, comment faire pour que la façon dont on forme les étudiants, la façon dont on travaille tous ensemble, monte un petit peu en réflexivité à ce niveau ? Moi, je sais pas, j'ai pas de solution. Je pense aussi que ce qu'on a dit, c'est que l'évolution de la société, à moins que ça tourne vraiment très mal et qu'on ferme la boutique des sciences sociales,
Mais j'allais dire, si on survit, a priori, il y aura un besoin croissant de sciences sociales plus réflexives. Voilà, c'est la petite note d'optimisme que je vois. Et donc là, on sera poussé, comme on a été poussé depuis 40 ans par les mouvements sociaux émancipateurs, à faire d'autres sciences sociales. On sera poussé à faire des sciences sociales plus réflexives, c'est-à-dire prenant en charge, ce qu'on a dit tout à l'heure, la demande d'intégration aussi, et pas simplement, même si c'est fondamental, de dénaturalisation. Voilà comment je vois les choses. Merci beaucoup. Oui. Alors, désolé, c'est vrai qu'il est un peu tard, donc on a débordé déjà des temps. Peut-être un commentaire pour clore, c'est qu'en fait, cette corrélation de responsabilité entre sciences sociales et politiques dont parlait hier Bruno est exemplifiée déjà par ta réponse, mais aussi par nos collègues, parce que Barbara et Jean-Philippe sont investis aussi dans la cité, dans la mesure où il y a cette adresse qui va au-delà des murs de l'académie et qui est essentielle. Donc en investissant des espaces muséaux, en ouvrant donc une réflexion plus générale. Moi j'étais très étonnée, j'étais à Marseille il y a quelques temps et sur une affiche justement de l'expo Objets migratoires, tout migre, il y avait un tag concernant les élections présidentielles qui approchaient. Donc, comme quoi, aussi, ces types d'images accueillent un discours d'acteur au-delà des attentes initiales, en tout cas des intentions initiales qu'on peut imaginer. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention.